Bien, bah, écoutez, merci beaucoup de votre présence cet après-midi pour participer aux rencontres littéraires du Jardin des Cimes, qui sont l'alternative que nous avons envisagée cette année pour pallier les difficultés concernant la tenue habituelle du Salon du Livre de Montagne de Passy. Mais nous avons tenu à respecter les efforts des auteurs et des éditeurs, et nous sommes vraiment très heureux de recevoir cet après-midi Françoise Cadou et Jean Fabre. Françoise Cadou a signé aux éditions du Mont Blanc Mustagata, le père des glaciers, un livre d'aventures sur ses aventures au Pakistan, aux confins du Pakistan et de Chine. la Chine. Et puis Jean Fabre nous rappelle une expédition qu'il a menée avec l'un de ses amis en 78 euh, au pays des Papous, et là encore dans un territoire parfaitement inconnu. Donc, si nous avons invité ces deux auteurs le même jour, à la même heure, c'est parce qu'il y a une certaine parenté entre leurs ouvrages, puisque ce sont des récits d'aventure, mais ce sont aussi des récits d'aventures qui se sont déroulées dans des pays où les situations étaient très, très compliquées, où il a fallu vaincre non seulement les éléments, mais aussi une certaine forme de bureaucratie, une certaine forme d'adversité, une certaine forme aussi de tradition qui n'était pas celle auxquelles on était habitué. François Scadou, comment êtes-vous entré dans ces pays tout à fait particuliers que sont le Pakistan, la Chine? Oui, eh bien, c'était pas la première fois quand je suis allée faire le Mustagata. Là, je raconte une histoire qui se passe en 94. Et j'avais déjà été, je crois, 2 fois au Pakistan et j'y suis retournée par la suite également. Donc, un peu une histoire d'amour entre le Pakistan et moi, avec tout ce que ça peut supposer. C'est un peu passionnel, c'est pas évident non plus la relation avec les gens là-bas sur place et la relation qu'ils peuvent avoir eux avec les femmes. Mais voilà, donc voilà, c'est comme ça que j'y suis allée. Et c'était un besoin, une aspiration vers ces pays, le fait d'abandonner des études, une carrière prestigieuse. Alors, j'ai pas abandonné les études, attention, j'ai terminé brillamment. J'ai également, mais bon, c'est vrai que voilà, je travaillais en tant que manager là pour euh, une, une entreprise textile et je voyageais beaucoup. Mais en fait, ça nourrissait mes poches, très bien, mais ça nourrissait pas mon âme. Et à un moment donné, moi, j'ai voulu partir eh ben, pour voir ailleurs ce qui se passait, la rencontre, pour essayer d'aller voilà, traîner mes bottes sur des itinéraires qui, à l'époque, en 94, qu'on connaissait pas du tout. Donc, en fait, j'ai acheté un aller simple pour Islamabad, en essayant de me dire, bon, alors, ce serait quoi la ville la plus inconnue, hop, sur une carte. Ah, Islamabad. Voilà, donc je suis partie aller simple, toute seule, avec un petit sac à dos de rien du tout. Et voilà. Et finalement, je suis revenue plus de 2 ans plus tard en France. D'accord. Ouais. Vous avez été prise dans un rêve de glace là, pour Ouais. justement essayer d'apprivoiser la haute altitude et le père des glaciers. Voilà. Quel est ce père des glaciers? Ouais. Alors voilà, le Mustagata, un nom imprononçable, veut dire, en fait, c'est la traduction du père des glaciers, littéral. Donc Mustad, ça veut dire glacier ou montagne de glace, et Ata, ça veut dire père. Donc voilà, le père des glaciers. Alors on se dit que, ben, on se doute un petit peu que ça va parler de montagne, ce livre, a priori. Et effectivement, c'est le récit de l'ascension du Mustagata, qui est donc un 7000 au sommet, en Chine, au nord du Pakistan. Et mais c'est plus que ça, je dirais. C'est pas que l'ascension, le récit d'une ascension, c'est aussi le récit d'un voyage. Un voyage qui commence au Pakistan, donc, et on est remonté du sud de Karachi, donc jusqu'au nord, la frontière du Punjab, et on est passé jusqu'en Chine, nord du Pakistan, avec les moyens du bord, qui étaient parfois des bus défoncés, des camions, des chèvres sur le toit, enfin voilà, des choses comme ça. Et on est parti. L'idée, c'était de tenter un 7000 en autonomie avec mon compagnon de cordée qui s'appelle donc Jeff Lassalle. Et on est parti à deux, sans agence, sans permis. Parce que voilà, souvent dans ces pays, là en Asie, il faut des permis,
il faut des permis pour gravir. Alors un 5000 ça coûte tant, un 6000 ça coûte tant, un 7000, un 8000, etc. Donc nous on s'est dit oulala, c'est non seulement cher, mais surtout très bureaucratique pour remplir les dossiers, etc. Donc on s'est dit oh non non, ça c'est pas du tout en adéquation avec nos compétences. Donc nous on a plutôt des compétences du style la force du jarret. Et voilà, donc on est parti, on a mis un pied devant l'autre. Et en fait, c'était, voilà, ce que je raconte là, c'était un peu l'esprit de notre expé. C'était un projet à la fois ambitieux, mais aussi d'une simplicité désarmante, à savoir mettre un pied devant l'autre jusqu'à là où ça passe, quoi. Et donc, en fraude, avec le moins de moyens possibles. Donc, je disais sans porteur, sans agence, sans une préparation non plus de fou, et sans beaucoup de matériel, parce que bon, on était pas très argenté à l'époque. Et puis, évidemment, sans guide, sans carte, sans GPS, sans téléphone, sans Google, sans beaucoup d'infos, parce que voilà, 94, c'est avant Internet. Donc voilà, on partait un petit peu avec des croquis qu'on avait recopiés justement à l'ENSA, pas très loin d'ici, à Chamonix. Et voilà. En fait, on avait une boussole et un altimètre. Voilà, c'était toute notre technologie embarquée. C'était vraiment l'aventure à l'état pur, comme Oui. on dit Oui. au pays du Mont Blanc. Oui. Et en ce qui concerne ce type de voyage, vous le racontez très bien, on a l'impression à la fois d'une sorte d'improvisation, mais ça c'est peut-être lié à la qualité de votre style, et aussi on a l'impression d'une réelle désinvolture dans la façon d'aborder à la fois les personnages de rencontre. Et je pense que ce n'était certainement pas facile à l'époque d'être une femme dans des pays aussi particuliers que le Pakistan ou la Chine. Est-ce qu'il y avait des distinctions entre la façon de vivre de ces différents pays? Entre le Pakistan et la Oui, Chine? oui, est-ce que Ah oui, oui, c'est deux cultures qui n'ont rien à voir l'une avec Oui, l'autre, mais absolument. c'est le pays des Ouïghours, c'est pas la Chine, à proprement parler. Monsieur fait une excellente remarque, exactement. Le Mustagata s'élève au Xinjiang, qui est donc juste de l'autre côté de la frontière du Pakistan, au nord. Et c'est une province chinoise qui s'appelle le Xinjiang, dont on entend parler un petit peu actuellement parce qu'il y a une actu sur les Ouïghours, qui sont donc l'ethnie qui habite le Xinjiang. Et donc c'est des gens qui n'ont pas les yeux bridés, pas, qui n'écrivent pas avec des caractères chinois, ils écrivent avec l'écriture arabe, donc de droite à gauche. Ils sont musulmans, ils ont plutôt un faciès qui les apparenterait aux Siciliens, je dirais au sud, enfin voilà, des Latins, quoi. Et, et la Chine actuellement, déjà à l'époque en 94, mais encore plus aujourd'hui, ça s'est vraiment accentué, quoi. Le pouvoir chinois de Xi Jinping aujourd'hui ne peut plus supporter d'avoir cette ethnie avec ses particularités locales, etc., sa culture locale. Donc c'est terrible ce qui arrive aux Ouïghours. C'est un petit peu ce qui est arrivé aux Tibétains depuis les années 50, 60 et 70. Et puis là maintenant, voilà, le Tibet a servi un peu de laboratoire, malheureusement, à la boucherie qui a eu lieu. Et puis maintenant, c'est les Ouïghours. Il y a 1 million de Ouïghours en camp ils appellent ça rééducation, actuellement. Donc en 94, non, il n'y avait pas encore de camp, mais on sentait une mainmise, un contrôle. Il y avait encore la statue de Mao à l'époque, en plein milieu de Kashgar, donc la ville principale. Et oui, on sentait qu'on était en pays occupé. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça répond vraiment à votre question, quoi, par rapport entre le Pakistan. Non, c'est pas un pays occupé. Il y a une culture particulière. C'est musulman aussi, mais c'est beaucoup plus. Alors autant les musulmans, il y a les Ouïghours, ils sont assez, je dirais, soft. Les femmes se promènent en jupe. Alors il y en a certaines qui sont voilées, pas toutes. Elles ont une espèce de voile marron. Mais au Pakistan, oui, c'est la burqa, c'est beaucoup plus marqué. On les voit peu dans la rue. D'ailleurs, les Pakistanais, ils passent la frontière pour aller s'encanailler chez leurs voisins du Nord, pour aller boire des bières, pour aller
voir les cuisses des femmes qui font du vélo, donc, des scènes scandaleuses. Comme ça. Mais le Pakistan, non, le Pakistan, c'est difficile, oui. Donc, je réponds à votre question, c'est difficile en tant que femme. Et donc, évidemment, avec Jeff, qui n'est ni mon petit ami, ni mon mari, ni voilà, c'est mon compagnon de cordée. Évidemment, pour les Pakistanais, on disait qu'on était mariés, voilà. Et puis, voilà, il y a même un passage où je dis, parce que s'ils vous posent toujours plein de questions, Are you married? Alors, on fait, Yes, we are married, of course. Ah, et bien, question suivante, ça enchaîne. How many children? Alors, bon, eh ben, voilà, il fallait qu'on se mette d'accord parce que qu'on ait l'air un petit peu logique. Voilà. Les enfants sont venus après, puisque votre compagnon de voyage est devenu votre beau-frère. Tout à fait. Il a épousé ma sœur Raphaël. Ouais, Et ils alors ont 3 enfants. Et comment vous avez donc appris à connaître, à raconter la vie des autres dans ces différents voyages, mais comment avez-vous été perçu? Est-ce que vous avez été perçu avec une certaine curiosité, avec une certaine générosité dans l'accueil? Est-ce qu'il y avait Oui, pas les de- Pakistanais sont très généreux, alors voilà, ils vous accueillent, you are my guest. Et puis voilà, on peut rien payer, on va dans un resto et bon, on commande, je sais pas, un thé. On veut payer en partant. Ah non, non, c'est un tel qui a payé. Enfin voilà, ils nous invitent dans leur maison. C'est extraordinaire l'accueil, vous voyez, cette hospitalité traditionnelle de l'islam, quoi, qui est un des piliers de l'islam. Hein, c'est là, respect. Hein, nous à côté, on est vraiment, c'est la honte. Mais donc oui, d'un côté très bien accueilli, d'un autre côté accueilli parce que j'étais avec mon mari et toute seule, ça aurait été plus difficile. J'avais tenté précédemment dans un voyage où j'étais effectivement toute seule et à Peshawar par exemple, et j'avais eu tout le, le, le bazar, là, le souk de Peshawar qui s'était tout d'un coup arrêté de travailler, qui le cuivre, qui le bois, etc. Parce que tout d'un coup, voilà, était entrée une femme blanche dans le souk et elle avait, parce qu'il faisait 45 degrés à l'ombre, remonté son pantalon jusque-là. Donc, voilà, donc c'est très particulier le Pakistan de ce point de vue-là, mais bon, je souhaite que... Et puis ça ne s'est pas amélioré depuis 94, quoi, pas du tout, au contraire. Ce qui frappe dans votre récit, c'est l'étendue des paysages et la chaleur et aussi l'acclimatation nécessaire à la chaleur étouffante des véhicules de fortune que vous avez dû emprunter pour passer des heures, des jours et des nuits à passer d'un endroit à l'autre. Les nids de poules. Les nids de poules. Je dis qu'on collectionne les nids de poules. Effectivement, parce que donc on est parti à deux, on voulait pas, donc comme on n'avait pas d'agence, pas de ceux qui font souvent des expés, j'en ai fait par la suite, un 8000 au Pakistan, et on avait une agence, donc on a un minibus, donc on a un chauffeur, donc il y a toute une logistique derrière, etc. Mais là, on l'avait pas, donc c'était voilà, bah, quand est-ce que part le prochain bus? Ah bah oui, bah, il y a une panne. Ah bah là, la route, le Karakoram Highway s'est écroulée. Ah bah là, il va falloir attendre 6 heures, 7 heures, 8 heures, on ne sait pas. Voilà, et donc il y a tout cet aspect-là d'épouser comment dire, les aléas d'un voyage qui se passe comme ça, sans beaucoup d'organisation. Mais moi, c'est comme ça que j'aime voyager. Moi, j'aime pas voyager avec une agence, j'aime pas voyager avec un groupe, j'aime pas. Voilà, donc ça permet les rencontres, ça permet aussi de voir comment les gens sur place, eux, vivent et voyagent, parce que bah, ils utilisent ce genre de transport-là. Et puis, ça permet de s'exposer, voilà, je dirais, au mystère. Voilà, au mystère de la vie, au mystère de cette Asie qui est une culture si différente de la nôtre. Voilà, c'est pas parce que le bus affiche départ 8h du matin qu'il va partir à 8h du matin. Donc il y a toute une voilà, moi j'aime bien ça, essayer d'appréhender la rencontre avec l'autre dans sa culture, quoi. C'est un élément indispensable pour comprendre le monde. Tout à fait. Vous vouliez poser une question? Votre choix initial a été de gagner le Pakistan, c'est-à-dire Islamabad. Mais Islamabad au Mustagata, c'est loin. Voilà. C'est pas le site le plus habituel pour les alpinistes quand ils veulent faire des expéditions au Pakistan. Non. Le Karakorum, c'est plutôt le Karakorum que le Mustagata.
Donc est-ce que ça tient à la relative facilité de l'accès au Mustagata? Parce que techniquement c'est facile. Moi j'ai une petite fille Tout à qui fait. a 8 ans et monter à 5000 mètres sur le Mustagata. Ah oui, sur les c'est collines là, qu'on voit, oui, oui, tout à fait. Donc oui, on n'est pas arrivé à Islamabad, on est arrivé à Karachi, donc c'est encore Ah plus oui, au encore sud. plus bas, oui. C'est vraiment au bord de, c'est un port au bord de la mer d'Arabie, et il a fallu remonter, ça nous a pris environ 3 semaines. Surtout, on a essayé de faire un trek, ce qu'on a appelé un trek d'acclimatation, complètement improvisé, avec un Pakistanais qu'on a rencontré par hasard, qui nous a invités chez lui, qui après voilà, nous a fait rencontrer d'autres gens, et c'est comme ça qu'on a fini par aller se promener en Hindou-Kush, dans ce massif-là qui était à la frontière de l'Afghanistan. Et mais oui, pour rebondir sur la deuxième partie de votre remarque, le Mustagata, oui, c'est un sommet qui est haut, certes. Voilà, donc il faut gérer les risques propres à l'altitude, l'hypoxie, voilà, la rareté, la baisse de la pression atmosphérique, tout ça. Mais qui n'est pas technique, effectivement. D'ailleurs, il se fait à ski. Donc voilà, c'est une belle pente. Le sommet principal, le sommet nord, 7546 mètres. C'est une belle pente régulière, comme ça, qui se monte en ski de rando, qui se descend, donc il n'y a aucune difficulté a priori. Voilà. Donc pour nous, la difficulté, c'était la gestion de l'altitude, c'était la logistique, parce qu'on était deux. Et donc pour s'y acclimater, il faut monter et descendre. Monter un peu plus haut, redescendre un peu plus bas, remonter encore un peu plus haut, redescendre un peu plus bas, etc. etc. Et donc, il fallait, on n'avait qu'une tente, on avait donc très peu de matériel, qu'un seul sac de couchage par personne, donc il fallait monter du matériel, on l'a caché sous des rochers, dans des pierres, sous des pierres, etc. On redescendait tout en bas, on recherchait du matériel, on remontait encore, voilà, etc. Voilà. Puis après, on ne savait plus où on l'avait planqué. Mais voilà, il y a eu des épisodes. Mais bon, on a fini par remettre la main sur notre tente. Voilà. Et ce qui compte dans un voyage, c'est aussi le paysage. Et vous décrivez très bien ces étendues avec ici et là des pics et des falaises qui sont l'expression des délires d'un créateur dément. Oh, vous avez bien lu, oui. Je parlais des paysages qui sont au bord du Karakoram Highway. Donc, c'est-à-dire, c'est un passage qui a été creusé à travers le Karakoram, qui est donc un massif montagneux alpin, enfin alpin, non, alpin, mais quand même, ouais, l'adjectif alpin, qui est jeune, contrairement à nos Alpes à nous. Donc, il continue à grandir. Donc, je crois que le Nanga Parbat, il gagne 5 mm par an, quelque chose comme ça. Donc, ça continue à s'ébouler et à bouger. Et c'est une zone sismique et c'est sous la plaque, sur la plaque 1, 2. Enfin, bon, bref, il y a plein de. Voilà, ça n'arrête pas de s'ébouler. Et du coup, le paysage est très tourmenté. Voilà, donc j'ai pu le comparer à l'œuvre. Moi, j'ai dit, si c'était. L'expression de quelqu'un, la montagne, là, ce serait l'expression des cris d'un démon, parce que c'est très torturé, quoi, très torturé. Et à travers ce paysage-là, ils ont réussi à creuser ce qu'ils appellent une autoroute, le Karakoram Highway, l'autoroute du Karakoram. Bon, qui n'a d'autoroute que le nom, mais bon, c'est quand même une route qui est goudronnée, qui passe à plus de 7000 mètres, et qui a été construite à la main, à la pioche. Il y a eu je ne sais pas combien de morts, hein, des milliers de morts, hein, je ne sais plus combien de morts, je le dis dans le livre, mais je ne me rappelle plus, au kilomètre. Parce que les Chinois sont venus de Chine pour commencer la route, et les Pakistanais venaient du Pakistan, et ils se sont retrouvés, voilà. Et c'est une route qui a été ouverte dans les années 60. Et c'est impressionnant, quoi. Quand vous êtes en bus ou en camion là-dedans, c'est vertigineux. Tout en bas, vous avez l'Indus, le fleuve là qui bouillonne. Il y a des carcasses tout en bas, et on se dit, ah tiens, on aimerait bien. Voilà, on se dit que Allah est grand et le précipice aussi. Hein. Heureusement, il y a eu plus souriant, parce que dans les sables rouges de l'Asie centrale, vous avez retrouvé les traces des Lamayars. Les Lamayars, absolument. Et Lamayars qui avait enchanté le salon du livre de Passy il y a quelques années. Quelle chance vous avez eu. Oui, oui, tout à fait, oui.
Tout à fait. Donc, c'était une étonnante voyageuse, elle aussi. C'était émouvant, certainement, de retrouver un peu, de quitter la soie des grandes écoles et puis la route de la soie pour justement aller passer les frontières et s'agacer peut-être de la bureaucratie ordinaire et déjouer tous les interdits qui vous ont fait découvrir à la fois ces paysages et ces peuples tout à fait impressionnants. Tout à fait. Parce que la Maya, oui, c'est une de mes grandes figures. Hein, on dit en anglais role model, donc des icônes, quoi, qui font des femmes qui inspirent, quoi, comme Alexandra Davinel, dont je parle aussi dans le livre, et qui connaît bien ces régions. Mais la Maya, oui, elle a parcouru l'Asie centrale. Et alors moi, à côté, je suis petite comme ça. Hein, question interdit. Alors elle en a fait. Hein. Donc oui, à Kashgar, elle a atteint Kashgar au bout de 6 mois en voyage à cheval avec Peter Fleming. Et c'est vraiment. Voilà, elle a aussi sillonné l'Asie centrale, c'est-à-dire le Kyrgyzstan, ce qui est aujourd'hui l'Ouzbékistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Tadjikistan, donc toutes ces régions, les sables rouges, les monts célestes, elle les connaît très bien et elle a fait des sommets en fraude. Bien plus ardu que moi. Donc effectivement, j'étais sur ces traces là dans ces régions et ben oui, c'est toujours émouvant quoi de se dire qu'elle avait vu ces paysages là parce qu'à l'époque en 94, je pense qu'elle a vu à peu près les mêmes que moi. Les mêmes, enfin au niveau des paysages, ok, bon d'accord, ils ne changent pas beaucoup, mais au niveau des gens aussi, de la culture, c'est-à-dire qu'à Kashgar, la petite ville de Kashgar, quand moi j'y suis passée en 94, je pense que j'ai vu pratiquement les mêmes métiers dans la rue où ils fabriquent des coffres avec des lames de cuivre, de laiton. Voilà, les mêmes métiers, un peu qui sont des métiers qui arrivaient, le savetier, le sabotier du Moyen-Âge. Et là, mais depuis 1994, et c'est pour ça aussi que je dis que c'est un voyage qui aujourd'hui ne pourrait plus avoir lieu parce que ces territoires ont disparu. Déjà, le Tibet, on va peut-être en parler, mais aussi à cause de la mondialisation, quoi. Et là, en quelques années, en 20 ans, alors que c'était resté mais identique depuis le Moyen-Âge, voilà. Et là, en 20 ans, en 10 ans, quoi. Mais voilà, et maintenant, il paraît qu'il y a une grande tour à Kashgar qui ressemble à la Part-Dieu, une tour commerciale. Le marché aux animaux, là, qui avait lieu en plein air avec des chameaux, etc., qui faisaient la course, c'était extraordinaire, dans la poussière, là, avec ces nomades, avec des chapeaux en fureur de lynx. Eh bien, il n'a plus lieu, ou il n'a lieu que, je crois, dans un espace restreint, abrité. Enfin voilà, c'est plus le même Capharnaüm que... Ce qui explique que vous n'avez pas pu arriver à Lhasa en chaise à porteur comme vos glorieuses aînées. Et voilà, c'est ça, oui. En tout cas, ce qui est formidable dans votre livre, au-delà du récit, au-delà de la description des paysages, au-delà de l'empathie que vous éprouvez pour les personnes de rencontre, c'est le style tout à fait particulier qui est fait à la fois d'empathie vis-à-vis de vos personnages et aussi d'autodérision, parce que c'est un livre qui peut donner mal à la tête lorsque l'on s'élève en altitude et que l'on est pris par le mal des montagnes, parce que c'est aussi un exploit physique important. Mais aussi, ce qui est important, c'est que vous ne vous prenez pas la tête. Et donc, et c'est très réconfortant parce que c'est assez rare de trouver des livres qui sont à la fois rafraîchissants alors qu'ils se passent dans des étendues à la fois sèches et dépouillées. Oui. Donc bravo pour ce morceau de bravoure et puis merci à Catherine Destivelle d'avoir édité donc Mustag Atta, le père des glaciers, aux éditions du Mont Blanc. Et vraiment c'est un réel plaisir de lecture et je vous remercie d'être venu faire le déplacement puisque vous êtes actuellement dans d'autres montagnes qui sont les Bauges, je crois. Juste à côté, oui. Juste à côté, oui, donc voilà, effectivement. Côté d'Annecy. Oui. Voilà, donc c'est très intéressant. Alors, on est heureux aussi d'accueillir Jean Fabre, qui a été primé l'année dernière au Salon du Livre de Passy pour son ouvrage Puncak Jaya, là encore paru aux éditions d'Estivelle, et qui est le récit très original d'une course faite en 78, ouais. Avec un de ses amis, et pour découvrir
à la fois un sommet méconnu, puisqu'il il est situé en territoire papou, mais là encore, au-delà du récit de course, il y a une réelle histoire de vie et surtout un très beau reportage sur la situation très tourmentée dans un pays vraiment qui était bouleversé par l'histoire, parce que la montagne y était non seulement un paysage, mais aussi un enjeu de convoitise pour des multinationales et pour aussi les États du coin. Oui, alors pour rejoindre un peu les propos qui ont été tenus là à propos du Pakistan et de la Chine, donc il faut savoir que le point culminant de l'Océanie est de la Nouvelle-Guinée, qui avoisine les 5000 mètres. Enfin, il était un peu rétrogradé, comme le K2 à une époque. Enfin, Comme le Mustagata. Comme le Mustagata, parce que les techniques de triangulation ont permis de situer son altitude exacte à 4000, presque 4900 mètres. Et donc, ce point culminant de l'Océanie est situé en Nouvelle-Guinée, dans cette île très vaste. Hein. La Nouvelle-Guinée, ça fait 800 000 km². À titre de comparaison, la France, c'est 600 000 km². Donc, et à l'époque, alors moi je ne sais pas, parce que je ne suis plus allé en Nouvelle-Guinée depuis 50 ans, donc je peux plus, je ne sais pas si je peux encore en parler vraiment, mais à l'époque, c'était le territoire le plus sauvage qui existait encore. Puisque, bon, certaines tribus n'avaient jamais connu ce qui se passait ailleurs. Hein. On a fréquenté, nous, des gens qui n'avaient jamais vu d'allumettes, ni bien entendu de réchaud, ni de tentes, etc. Hein. Donc, un territoire excessivement sauvage et qui, jusque-là, avait été très peu fréquenté, du moins les montagnes de Nouvelle-Guinée, puisque la première ascension du point culminant de l'Océanie de Nouvelle-Guinée, c'est le fameux Heinrich Harrer, que tous ceux qui font de la montagne ici connaissent. C'était en Tibet ? Puisque c'était en 1963 Heinrich Harrer qui a fait la première de cette ascension. Donc, après, le deuxième à faire cette ascension, pas n'importe qui non plus, c'est Reinhold Messner en 1971. Et puis enfin, il y avait eu une autre ascension allemande, les Huber, et puis une ascension américaine, Carson, et puis une ascension anglaise. Mais aucun Français n'avait jamais, en 1978, gravi ce sommet. Voilà. Alors, bon, simplement, je finis là sur l'histoire. Pourquoi avoir choisi ce sommet à l'époque ? Ah ben, tout simplement parce que, bon, j'avais 20 ans, et j'étais revenu de Hong Kong en avion, puis à l'époque, les avions, en 1970, c'était voler pas aussi haut qu'aujourd'hui. Et à un moment, le pilote nous dit, on passe au-dessus de la Nouvelle-Guinée. Pour moi, la Nouvelle-Guinée, c'était les Papous, l'anthropophagie, etc. Puis je regarde et je vois de merveilleuses cimes enneigées au-dessus de la jungle. Je me dis, mais c'est fabuleux, qu'est-ce que c'est la Nouvelle-Guinée ? Donc, bon, je reviens, j'étais déjà aspirant guide, donc j'étais passionné par la montagne. Et puis je rencontre un ami qui était Bernard Domenech, qui était chercheur au CNRS et qui lui aussi s'intéressait à la Nouvelle-Guinée. Pourquoi ? Parce qu'il s'intéressait aux glaciers équatoriaux, parce que dès cette époque, il travaillait sur le réchauffement du climat de la planète et que les glaciers équatoriaux étaient un signe. Et donc, avec Bernard, on s'est dit, ben, on va essayer de... Alors, ça a pris du temps, ça a pris 7 ans pour préparer cette expédition, c'était extrêmement compliqué, mais on a fini par y aller en 1978. Voilà. Et alors là encore, il a fallu braver des interdits et vaincre la bureaucratie. Voilà. Alors, les interdits, c'est simple. En fait, la Nouvelle-Guinée est divisée, c'était victime aussi de la colonisation, mais pas simplement européenne, mais aujourd'hui la colonisation indonésienne. La Nouvelle-Guinée, il faut savoir, aujourd'hui est divisée, c'est une même île, mais qui est divisée d'une part entre la Papouasie indépendante, donc sur la partie orientale, qui était autrefois une colonie allemande, mais l'Allemagne a perdu ses colonies en 1918. Bon. Et puis de l'autre côté, la partie orientale, c'était les Hollandais autrefois, ça s'appelle l'Irian Jaya. C'est là où est le point culminant. Et cette partie orientale
En 1963, lors de la décolonisation, on n'a pas su à qui la donner, et finalement, les Indonésiens, et Soekarno à l'époque, qui était l'un des pères de la décolonisation, a revendiqué ce territoire. Ce qui était une erreur, parce que les Indonésiens sont des Eurasiens, les Papous sont des Mélanésiens, et ça ne pouvait que très mal se passer. Ce qui fait que ce pays est en guerre, on l'ignore, parce que qui connaît la Nouvelle-Guinée en France, on s'intéresse un peu à l'Afrique, nous, mais la Nouvelle-Guinée, on ne sait pas ce qui s'y passe. Mais il faut savoir que ces pauvres Papous se font décimer depuis qu'ils ont été rattachés à l'Indonésie. Et ça continue encore aujourd'hui. J'ai récemment encore vu un article dans Le Monde où les combats avaient repris entre les Papous et les Indonésiens qui cherchent évidemment à récupérer ce territoire, qu'ils le colonisent, qu'ils font venir des gens de Java ou de Sumatra, aussi surpeuplés, pour s'installer à la place des Papous. Les Papous sont chassés de leurs terres et ils sont même, on les tire même à la Kalachnikov du haut d'hélicoptère, etc. Bon, ils sont gazés et ça, personne ne le sait, mais ça existait au moment où on est passé. Donc, en fait, nous, évidemment, les Indonésiens n'avaient pas accordé d'autorisation, qu'ils appellent Surat Jalan, ils n'avaient pas accordé d'autorisation officielle pour aller à des Européens, pour aller voir ce qui se passait en Nouvelle-Guinée. Bon, ce qui fait qu'on est passé totalement clandestin, par petits sauts de puce, en se faisant passer pour des touristes, enfin bref, ça a été compliqué. Après, c'est les missions, il y avait encore des missions à l'époque protestantes et catholiques qui pouvaient aller dans les montagnes, qui ont accepté de nous convoyer en avion jusqu'aux montagnes. Donc on est passé totalement clandestin dans un territoire qui était en guerre. Voilà. Mais ça a été une grande découverte, celle du peuple papou. Alors, oui, pardon. Alors, la découverte du peuple papou, évidemment, a été une grande découverte parce que, bon, comme je vous l'ai dit, c'est des gens qui... alors, près des missions, parce qu'on atterrissait dans la montagne, sur les petits aérodromes, et il y avait un père missionnaire. Donc là, les Papous, certains baragouinaient 3 mots d'anglais, mais très vite, dès qu'on sortait du territoire de la mission, on retombait dans l'univers primitif papou. Et donc, c'est des gens qui vivent, j'oserais dire à poil, avec pour simple vêtement une longue coloquinte autour de la verge, j'ose pas dire la bite. C'est l'étui pénien. Donc, et ça, l'étui pénien, c'est une constante de toutes les tribus papous. Parce qu'en fait, il y a environ 1000 tribus papous, il y a 1000 langues vernaculaires. Quand vous franchissez le territoire d'une tribu, vous entrez dans une autre, les Papous ne se comprennent pas. C'est des langues toutes différentes. Enfin, c'était, maintenant je ne sais pas ce qui reste de cette Papouasie que j'ai connue, moi. Je ne veux pas y retourner parce que, évidemment, ce voyage m'avait tellement plu que je ne veux pas savoir ce que sont devenus ces pauvres Papous, puisqu'ils sont décimés depuis 50 ans. Et ce qui reste de leur culture, de leur langue, de ce qu'ils étaient, voilà. Et donc, c'est ces gens-là avec qui on a vécu pour aller atteindre le sommet des Dungundungu. Alors, les Dungundungu, c'est la manière dont les Papous qualifient Puncak Jaya. Puncak Jaya, c'est le mot indonésien, ça signifie la pointe sacrée. Les Papous l'appellent Dungundungu ou Namangkawe, ça veut dire flèche blanche. Les Européens l'appellent le mont Carstens. Pourquoi? Parce que le premier qui a vu ces neiges, c'est un navigateur hollandais au XVIe siècle qui s'appelait Jan Carstens. Et il a vu des neiges sur l'île la plus chaude du monde. Et quand il est rentré en Hollande, il a raconté son histoire, disant qu'il avait vu des neiges en Nouvelle-Guinée, sous l'équateur. Les gens ne l'ont pas cru, ils l'ont pris pour un fou. Ils ont cru que, à force de naviguer dans les mers du Sud, son cerveau a été atteint par les fièvres. Donc voilà. Ce que vous dites aussi de ces Papous, c'est très, très émouvant, enfin, Oui. très émouvant. Et il s'ensuit que vous faites aussi de l'alpinisme une sorte d'humanisme fondé à la fois sur l'ouverture aux autres, sur la solidarité, sur le courage.
Et est-ce que c'est une vertu qui vous semble universelle, ou est-ce que, en revanche, comme vous le dites un peu plus loin, il y a aussi dans dans ce qui devrait être un art de vivre aussi pas mal de bassesse, comme par exemple l'ambition ou la jalousie entre les différents adeptes de ce sport? Bon, si vous voulez, bon, alors j'en viens, j'ai écrit, non pas parce que j'ai commencé à écrire cette histoire 50 ans après, parce que je voulais témoigner des tribus papous, je voulais témoigner aussi de ces neiges, dont on va en reparler, mais qui ont disparu aujourd'hui en raison du réchauffement climatique. Et là, ça me fait mal au cœur de savoir que des cibaux glaciers n'existent plus aujourd'hui. Bien sûr, et je me suis bien sûr intéressé, je m'intéresse, comme tous les alpinistes, à l'alpinisme et à la motivation, ce qui pousse les alpinistes. Mais j'ai cherché non pas à tourner en dérision les choses, mais à montrer que l'alpinisme, c'était jamais qu'une activité humaine, où les meilleurs sentiments, effectivement, le désir de se dépasser, l'altruisme, etc., côtoient aussi parfois les plus vils sentiments, le besoin de revanche, le besoin de s'affirmer socialement, enfin ça c'est pas forcément vil, excusez-moi, mais la jalousie, bon voilà, donc bon, je cherche à montrer que l'alpinisme, parce qu'on fait trop des alpinistes des héros systématiques, c'est pas forcément des héros, c'est parfois des gens souvent parfois mal dans leur peau, parfois très bien d'ailleurs, et très équilibrés, mais bon, les raisons qui les poussent à agir, j'oserais dire, et à faire ce qu'ils font, bah, elles ne sont pas plus nobles que d'autres, que celles qui poussent un homme dans le quotidien à exister. Donc, voilà. Ou une femme. Ou une femme, excusez-moi. Mais c'est un homme au sens large du terme. Oui, oui. L'être humain. J'entends bien. Voilà, l'être humain, je préfère. Maintenant, il faut faire très attention à la sémantique, attention, parce s'il vous plaît. qu'effectivement, Merci. Ouais. De parler comme on entend parler. à moins d'être au Pakistan, où la condition de l'homme à l'époque où vous y avez été était quand même très privilégiée, puisqu'on lui interdisait de faire la vaisselle, de laver son linge, etc. Donc, effectivement, ce n'était pas pour autant un pays de cocagne. En vous écoutant, j'ai découvert qu'il y a un conflit grave Oui. entre les Indonésiens et les Papous. Et les Papous. Et que, comme au Xinjiang, on remplace les Ouïghours par les Han, qu'on transplante de Voilà. manière ainsi, comme ça a été fait au Tibet. Et apparemment, c'est le même phénomène en Indonésie. Il n'y a pas que le colonialisme. C'est un phénomène, oui. C'est-à-dire que ces pauvres Papous ont subi le colonialisme hollandais, le colonialisme germanique, allemand, ça ne devait pas être rien à l'époque, le colonialisme anglais, le colonialisme, parce qu'après les Anglais qui avaient un mandat sur la Nouvelle-Guinée, l'actuelle Papouasie indépendante, ont donné mandat aux Australiens de les remplacer. Bon, voilà. Et maintenant, ils subissent, c'est fini évidemment, mais ils subissent en Irian Jaya, pas dans la partie indépendante, en Irian Jaya, ils subissent le colonialisme indonésien. Voilà. Qui, je vous dis, n'est pas vraiment tendre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne sais pas du tout ce qui reste de ces gens que j'ai croisés. J'ai pas envie d'y retourner, même si, vous savez que donc le point culminant de l'Océanie, c'est Puncak Jaya. Donc, il y a beaucoup d'alpinistes qui souhaitent escalader tous les sommets de la Terre, l'Everest, la Concagua, le Mont Vinson. Voilà, les Seven Summits. Donc, ça fait partie des Seven Summits. Donc, les personnes aujourd'hui, certainement, y sont allées, mais j'ai pas envie de les questionner, j'ai pas envie de savoir ce qui est devenu, ce que sont devenus ces pauvres Papous, et puis surtout de savoir que ces neiges aussi n'existent plus, alors que elles étaient si magnifiques, si poétiques, si fabuleuses, ces neiges au-dessus de la Nouvelle-Guinée. On a fait notamment une course de neige, un jour ça m'avait frappé. Bon, bien sûr, on a fait la première du Mont Carstens, enfin du Puncak Jaya, par une voie directe en plein sud. Mais on a fait aussi une course de neige. Ce jour-là, c'était merveilleux, parce qu'il faisait grand beau, et on voyait on voyait bien sûr tout le manteau vert de la jungle en dessous de nous. Puis au loin, on voyait la mer d'Arafura avec les bateaux.
et marcher dans la neige sur cette merveilleuse arête de neige qui ressemblait un peu à Midi-Plan, il n'existe plus aujourd'hui, ça m'a laissé un souvenir parmi moi les plus inoubliables de ma carrière d'alpiniste. Voilà. Des papous, il y en a encore? Alors, bien sûr, il reste des papous. Alors, vous avez la Nouvelle-Guinée indépendante, où là, il continue à se faire, mais enfin bon, c'est très acculturé. Hein, c'est plus du tout... voilà. Et alors, en Nouvelle-Guinée, en Irian Jaya, il doit en rester, parce que c'est tellement torturé comme pays. Il n'y a aucune route qui traverse la Nouvelle-Guinée du nord au sud, ni d'est en ouest. Donc, pour aller là-bas, c'est compliqué. La jungle, c'est très difficile. Les Papous savent y survivre, mais je ne suis pas sûr que les Indonésiens le sachent. Donc il y a certainement encore des Papous qui vivent, mais ils vivent apeurés, calfeutrés dans leur territoire. Voilà. Je pense, du moins j'espère, qu'il y en a qui survivent. Voilà. On a coutume de dire que la montagne est un grand espace de liberté, et quand on voit les évolutions dans ces pays en guerre ou dans ces pays tourmentés, on a l'impression que ces états despotiques mettent la montagne sous barbelé, presque. C'est le propre des... hélas, alors, je vais vous dire, la difficulté des hautes montagnes, c'est qu'elles poussent, elles ont... Partout, il y a des dictatures. Que ce soit, alors à l'époque, quand je suis allé faire le Fitzroy... avec Jean Falassien, on fait la première de la face nord du Fitzroy. Bon, c'était la dictature des militaires en Argentine. Puis si on voulait faire le Cerro Torre, à l'époque, c'était Pinochet, le dictateur. Si vous allez au Pakistan, je m'excuse, mais le Pakistan, c'est quand même pas tout à fait un État démocratique. Hein. Bon, voilà. Donc, le drame des très belles montagnes, j'oserais dire, en dehors des Alpes, qui globalement sont entourés par des institutions démocratiques. Après, dès qu'on sort et qu'on va dans les territoires, que ce soit l'Afrique, les montagnes de la Lune, c'est au Congo, bon, attendez, au Congo, c'est quand même pas là aussi une république. Hein. Bon, voilà, c'est partout pareil. Vous avez que des dictatures, de gauche ou de droite d'ailleurs, mais des dictatures. Hein. On a la chance ici à Passy de pouvoir se contenter de la face nord de la Chorde. Il y a beaucoup moins d'ennuis, et on n'a pas de. Voilà. Je pense qu'on n'a pas d'autorisation à demander. Oui. Là encore. Peut-être que ça va venir. Oui. Voilà. En tout cas, ce qui est très intéressant dans votre livre, c'est le rapport que vous avez avec votre compagnon de voyage, Bernard Domenech, et ce livre est vraiment un hommage appuyé qui lui est rendu. Ça avait l'air d'être vraiment un homme formidable. Oui, alors. Ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai voulu écrire cette histoire de 50 ans après, bien sûr, témoigner des Papous, témoigner des neiges que j'avais vécues, et puis surtout des compagnons, parce que pour moi, la montagne, j'ai jamais été un solitaire, c'est aussi un moyen d'apprécier les hommes. Vous savez, quand vous avez fait une grande course avec quelqu'un, vous l'appréciez pour la vie, et puis la montagne, c'est un peu comme l'aréna un tauromachie, c'est-à-dire que ça décape les caractères. Vous voyez quelqu'un très vite, s'il est égoïste ou pas, s'il est généreux, s'il est court. Hein, bon, voilà. Donc, et après, vous le connaissez pour la vie. À tel point d'ailleurs que moi, après, dans les autres fonctions que j'ai eues, ça me gênait de ne pas connaître les gens, parce que on les connaît tellement dans la montagne. Bon, alors, Bernard Domenech, je l'appréciais. Pourquoi? Parce que il ressemblait un peu au professeur Tournesol. Il était docteur en géographie. Il était toujours dans ses livres, etc. Et bon, il était aussi guide de montagne. Hein, il était un alpiste très fort. Et puis, ce qui me touchait chez lui, c'est qu'il n'avait pas de famille. Si un frère, mais handicapé lourdement dans une maison. Et en fait, sa famille, c'était la montagne. C'était ses copains, la montagne. Donc, et ça me touchait particulièrement. Et puis, j'ai fait avec lui l'aventure de ma vie qui m'a laissé le plus de traces et qui m'a touché le plus. Donc voilà, j'ai voulu aussi dans ce livre le faire revivre, et c'est pour ça que d'ailleurs je prends la plume, certes, mais c'est lui qui parle. J'ai essayé de me mettre dans sa peau,
et de voir comment il avait vu tout le monde, y compris moi. Donc, alors c'est bien parce que au début, j'avais essayé de commencer cette histoire en rédigeant moi-même. Et puis je me suis dit, non, c'est pas possible, tu vas tomber dans tous les clichés du récit de montagne, hors de question. Et finalement, je me dis, tiens, tu vas te mettre dans la peau de Bernard. Et comment est-ce qu'il aurait pu voir tout ça, toute cette affaire? Donc ça me permet alors d'essayer de comprendre Bernard Domenech. Et puis surtout, de tourner un peu en dérision les choses. C'est un peu pareil. Je montre que, bon, l'alpinisme, il n'y a pas que des héros, il n'y a pas que des. Voilà, hein, il y a aussi des personnes jalouses, etc., mesquines, etc. De tourner en dérision un peu le reste, et puis surtout de me tourner en dérision de moi-même, parce qu'on ne peut pas se moquer des autres si on ne se moque pas de soi-même. Voilà. Donc, dans ce livre, je me traite de nain. C'est pas un hasard, parce qu'en fait, nos porteurs, c'est des pygmées la plupart. Mais, voilà. Donc, bon, moi je me sentais bien parce que pour la première fois, je dominais des gens d'une tête et ça me faisait plaisir. Vous voyez, tout l'orgueil qu'on peut avoir de dominer enfin les autres. Physiquement, j'entends. Voilà. Et puis on voit bien aussi que, que la haute administration est internationale aussi, avec certaines difficultés au passage des frontières pour les visas. Ouais. En tout cas, ce qui est intéressant dans votre récit, donc, c'est que vous dépassez vraiment l'argument sportif pour vraiment attirer notre attention sur la réalité d'un peuple menacé et surtout sur les excès d'une mondialisation débridée, avec justement cette attention que vous avez perçue très tôt sur le réchauffement climatique. Et ça, c'était vraiment très novateur à l'époque. On n'en entendait pas beaucoup parler. Ben, c'était novateur, mais quand même, déjà à l'époque, vous savez, bon, les histoires de réchauffement climatique, depuis le Club de Rome, à la fin des années 60, on sait que ça existe. Et nous, on voyait déjà quand même qu'il se passait des choses, hein, même s'il n'y avait pas encore les grands éboulements qui ont fait que l'aiguille du Dreux aujourd'hui ne ressemble plus à ce qu'elle était, etc. Mais on sentait que, quelque part, même si certains glaciers avançaient encore, comme le glacier des Bossons, de manière générale, ça reculait quand même, même ici. Et les glaciers équatoriaux étaient très intéressants. Pourquoi? Parce que, en fait, le climat équatorial, si vous voulez, la température n'a pas varié depuis des millénaires. Depuis l'époque, depuis le Quaternaire, quoi. Donc, en fait, et si on constatait un recul des glaciers équatoriaux, et alors même que également les précipitations sont les mêmes. Le climat est réglé comme du papier à musique là-bas sur l'équateur, c'est-à-dire à 2 heures ça se couvre, il tombe des cordes ou des hallebardes si vous préférez, pendant 2 heures, et puis après ça s'arrête, mais il tombe à peu près chaque année le même niveau de précipitation. Et donc quelque part avec des précipitations égales, et alors que ça n'avait pas varié depuis les millénaires, si d'un coup ça se met à rétrécir, parce qu'on le voyait, puisqu'on a fait aussi des études, notre expédition a quand même été financée en partie par le CNRS. Donc voilà, si ça reculait, ça voulait dire que c'était quand même un signe beaucoup plus intéressant que les glaciers européens, qui eux varient en fonction des saisons. Il peut y avoir 3 années où il y a plus de précipitations, 3 années un peu plus froides ou un peu plus chaudes. On ne pouvait pas tirer des glaciers européens des conclusions sur le réchauffement climatique. En revanche, les glaciers équatoriaux, beaucoup plus. Voilà. Et cette aventure humaine d'exception a été menée dans la fougue de vos jeunesses respectives. C'est ça le lien entre vos 2 livres. Et ce type d'expédition, on peut les mener à un âge donné, ou il vaut mieux être... Je vais laisser madame. Moi, j'avais 30 ans, Phil. Là, Vous aviez 30 ans l'un et l'autre, à peu près. D'accord. Okay. Oui, c'est quand même pas l'extrême jeunesse. 30 ans, on a déjà un peu de bagage derrière soi, on a un peu d'expérience, enfin moi, qui me concernait, un peu d'expérience alpiniste, un peu d'expérience culturelle, de voyage. Voilà, j'avais déjà un peu roulé ma bosse.
Je dirais que voilà, il faut voilà, je pense que ce qui nous rapproche, Jean Favre et moi, c'est peut-être l'humour avec lequel on a raconté notre aventure, parce que voilà, il y a l'autodérision chez Jean Favre et chez moi aussi. Je pense voilà, moi je raconte pas une performance. Oh, c'était difficile, la tragédie, enfin le ton habituel, un peu dramatique, mélodramatique, utilise ceux qui racontent des expés en haute altitude. Donc voilà, il y a cette dimension de l'humour, je pense. Et puis cette dimension aussi de prise de risque, voilà, qui nous rapproche. Alors, est-ce que la prise de risque est une question d'âge ou pas? Votre question. Peut-être un peu. Je pense qu'on prend plus de risques quand on est jeune. Mais voilà, c'est pas nous ce qu'on a fait avec Jeff, c'est pas simplement voilà, oui, on est allé au, je dirais pas qu'on est allé au-devant du danger, mais on est allé au-devant de l'incertitude. C'est différent, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas jeté dans la gueule du loup en disant oh bah ça ira bien. Non, on avait conscience qu'il y aurait des obstacles, qu'il y aurait des difficultés, qu'elles soient voilà peut-être la police, hein, parce que nous on le faisait en fraude, on ne voulait pas se faire prendre, donc il fallait se cacher. Il y avait ça, il y avait comme je disais tout à l'heure, la logistique, enfin voilà. Et nous, on n'avait pas d'itinéraire, donc on disait tiens, tu crois que ça va passer? Là, tiens, on dirait que là derrière, voilà. Et puis après, on allait voir. Et je pense que c'était engagé. Voilà, donc je revendique le terme d'aventure engagée. Oui, oui. Qu'est-ce que ça veut dire engagé? Moi, j'avais demandé une fois à Catherine Destivelle, donc notre éditrice commune, qu'est-ce que ça veut dire pour toi une course engagée? Et elle m'avait dit, c'est une course de laquelle on ne peut pas revenir. Il n'y a pas de demi-tour possible. C'est-à-dire, il faut y aller. Une fois qu'on est embarqué, il faut y aller. Donc c'est comme si on passait un pacte un peu avec l'univers, l'environnement, le sommet, et avec soi-même aussi. C'est-à-dire qu'on sait qu'il va y avoir des obstacles, mais quoi qu'il arrive, on va y aller. C'est comme un engagement, on se lie avec une cause, hein, on peut dire une cause, voilà, on a un combat engagé pour, dites la culture solidaire, etc., ou un engagement avec quelqu'un, un mariage, on sait qu'il va y avoir des problèmes, mais on y va quand même en se disant, ben moi je tiendrai droit dans mes bottes, voilà, c'est ça la notion d'engagement, c'est que j'ai conscience qu'il y aura des obstacles, des problèmes, mais je fais confiance à l'univers, pour que, eh bien, voilà, qu'il apporte des solutions, ou elle apporte les solutions, l'univers, et je fais confiance à mes propres capacités, mes propres compétences aussi. Voilà, il y a aussi beaucoup de confiance en soi. Alors, est-ce que cette confiance en soi, elle est propre à l'âge jeune? Non, je crois pas. Non. Enfin, bon, vous voyez. Qu'en dites-vous, Jean? Moi, je suis un peu. Moi, ce que je trouve paradoxal, c'est que à l'âge où on est jeune, quand on a 20 ans, j'oserais dire, alors que c'est là où la vie a le plus de prix, c'est là où on la met le plus facilement en danger. Puis plus on vieillit, moins il reste à vivre, moins ce qui reste de part à vivre est beau, plus on cherche à le préserver. Donc voilà, bon, c'est paradoxal, mais c'est comme ça. Et je pense que, bon, là aujourd'hui, je serais incapable de refaire une expédition en Nouvelle-Guinée, parce qu'il y a des limites physiques de toute façon, mais il y a surtout aussi des limites morales, psychologiques, que je ne franchirai plus aujourd'hui. Voilà. Et puis, il y a aussi un élément qui entre en ligne de compte dans ces aventures, c'est aussi la dimension éthique de l'aventure, à la fois fondée sur le respect des autres et aussi sur la franchise avec laquelle on témoigne et avec laquelle on relate des exploits que l'on a pu être amené à accomplir. Oui. Alors, vous avez raison de parler de franchise, parce que là encore, bon, on a tendance à magnifier l'alpinisme. Mais il faut savoir que dans l'alpinisme, il y a des gens qui trichent. Le mensonge existe aussi. Hein, et j'en connais de gigantesques. Hein, voilà. Hein, par exemple, la première ascension du Cerro Torre, qui, soi-disant, M. Maestri fut le premier au sommet du Cerro Torre. La polémique. Personne ne croit aujourd'hui ce que raconte M. Maestri.
Donc, bon, moi j'ai connu aussi, je ne les citerai pas, certains compagnons qui trichaient, qui disaient qu'ils avaient fait certaines ascensions qu'ils n'avaient pas faites. Alors, c'était d'autant plus subtil que comme ils avaient fait des choses très, et ça on avait la preuve, très difficiles, hein, ils pouvaient très facilement raconter aussi qu'ils en avaient fait d'autres sans nécessairement les avoir faites. Donc, alors c'est sûr que on ne peut pas tricher avec soi-même en montagne, parce que très vite, si vous trichez avec vous-même, si vous croyez que vous êtes un surhomme alors que vous ne l'êtes pas et que vous tentez quelque chose de très difficile, la montagne se venge et de manière, hélas, souvent dramatique. Mais en revanche, le mensonge, comme partout ailleurs, existe et il ne faut pas non plus magnifier l'alpinisme en disant bon, c'est tous des gens, c'est tous des purs qui ne pratiquent, qui racontent exactement ce qu'ils ont vécu, comment ils l'ont vécu, etc. Bon, bon, je dois dire que ce livre-là, j'ai essayé de dire la vérité au travers des yeux de mon compagnon. Vous savez, la vérité est toujours subjective. Hein. Donc, bon, alors les faits sont là, j'ai pas triché sur les faits, etc. Mais il y a peut-être une ou deux choses, et en plus, comme ça fait 50 ans maintenant, que j'ai peut-être un peu modifié. Voilà. Peut-être un petit peu, pas beaucoup, mais un petit peu, de temps en temps. Bon, j'ai peut-être un peu brodé, voilà, mais pas beaucoup. Voilà. Ouais. C'est un livre en tout cas qui est très vrai. Et on a vraiment le sentiment que vous avez, à travers la narration de prêtée à Bernard Domenech, que vous avez la volonté aussi de témoigner et de trouver du sens à cette expédition, justement à travers cette relation que vous faites de la vie de ce peuple opprimé. Oui, voilà, bon, bien sûr, j'ai les grandes lignes des choses. Ce qui était important pour moi, vous l'avez dit, c'est ces pauvres papous, ces neiges fabuleuses, c'est voilà, tout ce que j'ai vécu. Alors, tout ça, il n'y a pas de tricherie dans tout ce que j'ai ressenti, etc. Bon, après, bon, il y a peut-être, mais très peu, très à la marge, hein, parce que c'est vrai que aussi on a eu des difficultés pour obtenir les Surat Jalan, parce que les autorisations, c'est quand même 80% du livre, c'est de se dire comment on va arriver à passer, comment on va arriver à obtenir ces autorisations, etc. Bon, voilà. Et alors, ce qui est frappant dans vos deux livres, c'est à la fois la confiance nécessaire envers le partenaire, envers le compagnon de cordée, et puis la relative inconscience, ce n'est peut-être pas le bon terme, mais la relative insouciance vis-à-vis des conditions de vie dans ces pays. Je pense que, par exemple, Françoise Cadou est restée toute seule après quand son compagnon de voyage est parti. Rester toute seule dans ces pays-là à attendre pendant des nuits qu'un 4x4 vienne la chercher pour l'emmener à l'autre bout du territoire, du Tibet. Je veux dire, on doit quand même avoir peur, ou bien alors se mettre des pots de banane devant les yeux. Parce que je suis une femme ? Non, parce que moi, que l'on soit un homme ou une femme, je veux dire, c'est pas des situations très sécurisées. Très sécurisant. Ah non, oui. Ça, je veux dire, c'est pas... Alors c'est vrai que souvent on dit aux femmes, ah mon Dieu, mais ne va pas là-bas, c'est dangereux, ne va pas... mais tu voyages toute seule. Parce que c'est pas le seul voyage que j'ai fait tout seul. Hein. J'ai beaucoup voyagé, et je voyage pratiquement tout le temps toute seule. Donc voilà, et franchement, alors il y a des règles à suivre. Bien sûr, je suis pas non plus complètement une noix blanche. Il y a voilà, je sors pas la nuit, on s'habille, je m'habille pas comme ça au Pakistan, ça c'est clair. Voilà. Mais j'encourage, voilà, moi j'ai 2 filles, je les encourage à partir, à y aller, quoi. Et d'ailleurs, j'en ai une, elle habite en Irak, au Kurdistan. Donc l'autre, elle arrive d'Argentine. Donc voilà, j'ai fait mon boulot de mère, je pense, c'est-à-dire de dire aux jeunes filles, allez-y, mais c'est pas parce que vous êtes
des filles qu'il faut vous rester vous-même et obéir, voilà, derrière les fourneaux, mettez-vous un voile. Non, non. Donc, il y a des règles à respecter, oui. Après, alors si on parle des êtres humains, pas simplement des femmes qui voyagent, des êtres humains qui voyagent seuls dans ces pays-là, oui, mais pourquoi avoir peur? Moi, avoir peur de quoi? Avoir peur d'avoir un accident de voiture? Oui, parce que ce sont des chauffards, oui. Avoir peur de mauvaises rencontres? Ben, on peut en faire ici aussi. Voilà, il y a 70 000 viols par an en France. Bon. Non, j'ai pas eu cette peur comment dire, d'aller vers l'inconnu. Au contraire, pour moi, c'est ça qui me porte, quoi. Pour moi, c'est ça, d'aller au devant ouais, de l'imprévu. Moi, c'est ça qui me fait vibrer, quoi. Voilà. C'est ça de ne pas exactement savoir ce qui va se passer, de laisser une part à l'incertitude et au mystère, d'embrasser l'inconnu, surtout s'il est grand et baraqué. Bah oui, bah oui. Donc. Bah, si c'est un papou, alors. Non, non, ouais, bah ouais, non, je connais pas les papous. C'est grave, voilà. Voilà un papou. Mais... Il y a une quarantaine d'années, j'ai des amis qui Oui. étaient au Pakistan, Oui. au Karakorum, et ils étaient avec des garçons, des filles, et un de mes amis, était un excellent alpiniste, était avec sa petite amie, et dans un village pakistanais, ils sont partis un peu se promener, et puis à un moment, ils sont revenus au village. Et il y a eu un homme qui les a suivis, puis deux, puis trois, puis après il y avait au moins une cinquantaine d'hommes qui étaient derrière ce couple de jeunes Français, mais ils se sont vraiment demandé ce qui allait se passer. Il ne s'est rien passé, mais ils ont, Ah oui. là, ils étaient inquiets. Pourtant, cet ami n'était pas un grand costaud, qui n'était pas un inquiet, qui était très assuré de lui-même. Enfin, ils se sont quand même beaucoup interrogés pendant un certain temps. Donc, le Pakistan, moi il y avait une conférence à Paris il y a 2 ans sur le Pakistan, à l'initiative du GHM et Douala Masso est intervenu, et il décrivait un Pakistan idyllique. Mais le Pakistan, non, c'est pas un pays idyllique. Hein. Non, c'est pas idyllique. Et puis ils ont des... Voilà. Et puis dans leur tête, c'est tellement différent de dans la nôtre, donc on ne peut pas bien savoir. Bon, alors moi, il se trouve que je parle un peu ourdou, que je parle hindi, que je parle bien anglais. Donc déjà, voilà, je parle plusieurs langues. Et souvent, déjà, le problème de la communication, ça va. Mais pas tout le temps, parce que loin de là, oulala, parce que dans certaines vallées du Pakistan, ils parlent que le balti, par exemple, qui n'a rien à voir avec l'ourdou. Donc, et même eux, d'une vallée à l'autre, ils ne se comprennent pas, comme vous disiez là, des papous. Oui. Donc voilà, mais bon, ça aide un peu. Mais c'est vrai qu'on n'est pas à l'abri. Voilà, je dis qu'il faut y aller en conscience. Voilà, mais connaissant les risques, il faut quand même y aller. Alors, je vais vous raconter moi une anecdote. Bon, en Nouvelle-Guinée, à l'époque où on y est allé, il y avait encore des cas d'anthropophagie, de cannibalisme. Et d'ailleurs, le plus récent, c'était en 1963. Michael Rockefeller, le fils du milliardaire américain. Michael Rockefeller, donc, était un spécialiste de l'art primitif. Et il avait l'habitude de se rendre en Nouvelle-Guinée pour échanger. Il échangeait, donc, lui, il avait des objets, donc, évidemment, qui intéressaient les Papous, contre des statuettes d'art Asmat, parce que c'est les tribus Asmat qui sont qui ont le plus de sensibilité artistique. Il y a même d'ailleurs encore un musée d'art Asmat à Rotterdam. Et donc, Michael Rockefeller a fait plusieurs allers-retours avec la Nouvelle-Guinée, sauf qu'un jour, il a disparu. Et son père l'a cherché en vain. Et en plus, il faisait des études sur la vie des Papous, etc. Son père a cherché en vain. Il a dépensé des milliards, puisqu'il était milliardaire, pour retrouver son fils. Il ne l'a jamais retrouvé. Donc, bon, alors les mauvaises langues ont prétendu que son fils avait été absorbé par son sujet d'étude. Mais... Alors,
Donc, bon, cette histoire était encore très présente en 1970. Et donc, nous, on a traversé la Nouvelle-Guinée parce que dès qu'on s'est éloigné de la mission, du terrain d'atterrissage, etc., on est entré dans la Papouasie sauvage, quoi. Et c'est là, je vous ai dit, bon, ils n'avaient jamais vu d'allumettes, de réchaud, etc. Et donc, les villages où on entrait, on posait la tente et tout le village nous entourait. Et ils restaient là, nous regarder toute la nuit, ils nous entouraient. Alors, bon, comme on savait qu'il pouvait y avoir quand même des cas de cannibalisme, on était un peu inquiets, mais enfin, nos porteurs étaient là pour surveiller. Bon, il y avait pas, on savait qu'il n'y aurait pas de problème. Mais enfin, cette présence constante de tous ces papous qui nous regardaient allumer une allumette, bon, c'était, voilà, ça avait quelque chose d'un peu particulier et un peu inquiétant, voilà. Oui. Moi, je voulais juste dire à propos de votre livre Oui. que j'ai lu, j'ai beaucoup aimé ce témoignage justement sur cette colonisation qui est finalement assez peu connue, Non, en tout cas en on n'en France, parle pas. et qui malheureusement perdure, comme vous l'avez dit. Oui. Et il n'est toujours pas d'actualité de décoloniser la Papouasie-Nouvelle-Guinée, parce que les Indonésiens sont bien installés. Et peut-être, pour connaître assez bien l'Indonésie, ce qui freine la colonisation, Oui. je connais aussi le Stagata dont vous avez parlé, mais c'est que les infrastructures, aujourd'hui encore, Oui. sont quasi inexistantes. Il n'y a presque pas de route, et à part les petits avions qui sont presque les mêmes que ceux que vous décrivez, donc ça freine quand même la colonisation. Oui, Parce certainement. Au fin fond de la forêt, Puis les Indonésiens ont peur là-haut aussi parce que... Même l'armée indonésienne, avec ses hélicoptères et ses kalachnikovs dont vous avez parlé, elle ne maîtrise pas la situation. Non, vous avez raison, oui, bien sûr. Donc, bon, il y a peut-être encore un espoir qu'ils réussissent à survivre, à préserver un minimum leur culture, parce qu'ils ont une culture intéressante, même si elle est primitive, mais elle existe. Et malheureusement, bon, je veux dire, nous, moi, j'aurais bien aimé savoir plus que représenter pour eux, parce que pour chaque tribu, ce que signifie les Tupéniens n'est pas la même chose. Pour la manière également dont ils ne portent pas la barbe, enfin bref. Et donc, en fait, il aurait fallu connaître les langages. Mais pour aller apprendre les langages papous, c'est excessivement compliqué. Donc, en fait, tout ce que je peux dire, c'est, je veux dire, est-ce que les ethnologues avertis peuvent le vérifier? J'en sais rien. Enfin, moi, j'ai essayé là-dessus d'être assez franc et dire, voilà, ben, on a observé ça. Mais après, est-ce que ça signifiait ce que je pense? J'en suis pas sûr, parfois. Voilà. Le problème, c'est qu'au niveau international, ils ne pèsent rien. Ben non. Évidemment, ils n'ont aucun levier pour faire valoir leurs droits. Ça va plus loin que ça, monsieur, hélas. Parce que vous savez qu'à côté, vous avez la Papouasie indépendante. Donc, on aurait pu penser que les Papous qui se révoltaient contre les Indonésiens auraient pu s'appuyer sur la Papouasie indépendante et qui aurait pu leur servir de base arrière. Pensez-vous, les Papous indépendants qui sont trop dépendants, qui ont trop de liens avec l'Australie et puis avec l'Indonésie, n'ont surtout pas voulu servir, si vous voulez, de refuge à la rébellion papoue. Et c'est pour ça que c'est compliqué pour eux, c'est dramatique, parce qu'effectivement, ils auraient pu se replier sur les bases arrières papoues indépendantes. C'est pas exclu qu'un jour, ils obtiennent peut-être la réunification de la Papouasie et le rattachement à la Papouasie indépendante, peut-être. Mais j'en suis pas certain parce que comme les Indonésiens ont été un peuple colonisé, il n'y a rien de pire que des peuples colonisés qui colonisent à leur tour d'autres peuples. Et surtout un peuple du tiers-monde et qui colonise un peuple du quart-monde. C'est à mon avis ce qu'il y a de plus compliqué et j'oserais dire de plus cruel. Voilà. Est-ce que la diversité ethnique des Papous n'interdit pas
parce qu'on sous-estime généralement dans les pays occidentaux la diversité ethnique. Moi, j'ai vécu un an à Lomé au Togo, un petit pays de 4 millions d'habitants, il y avait 40 ethnies. Oui. Qui ont tous une langue spécifique. Oui, bien Donc, sûr. quand on parle des Africains, c'est un patchwork qu'on n'imagine pas. En fait. Bien sûr. Oui, alors c'est sûr que si vous voulez, effectivement, et eux, ils étaient organisés en tribus. Bon, mais ils ont quand même des points communs, ne serait-ce que les Tupéniens. Bon, ça suffit par rapport à former une indépendance autour juste des Tupéniens, mais bon, il y a d'autres choses. Bon, ils sont mélanésiens, voilà, et puis ils se rendent compte aujourd'hui qu'ils auraient besoin d'être unis, d'être ensemble pour se libérer d'occupants qui les déciment. Il y a d'ailleurs une histoire très révélatrice à propos des Tupéniens. Oui. L'Indonésie a par décret interdit le port de Exactement. Tupéniens en ville, Oui, oui. et ils se sont révoltés contre Oui, oui. cette réglementation, et l'Indonésie a partiellement fait marche arrière. Oui, ben oui, c'est ce que j'en parle déjà à l'époque. Ils avaient commencé, les Indonésiens, alors appuyés par les missions aussi catholiques, protestantes et missions musulmanes, puisque il faut savoir que l'Indonésie est le premier pays musulman du monde en termes de population, hein, plus que le Pakistan. C'est voilà. Et donc il y avait besoin d'islamiser tout, quoi. Hein. Et donc, mais là, ils s'étaient entendus parce qu'ils étaient en rivalité, les missions musulmanes avec les protestants, avec les catholiques, ils étaient tous en rivalité les uns contre les autres parce qu'ils voulaient évangéliser le plus. Bon, ouais, ils voulaient faire du chiffre. Mais ils ont cherché donc à évangéliser. Puis attendez, j'ai oublié le fil de ma. Parler de l'interdiction de... Voilà, alors, et dès cette époque, effectivement, ils se sont entendus pour appuyer, pour faire une proposition au gouvernement d'interdire les Éthiopiens, qui étaient scandaleux, soi-disant, etc. Voilà. Enfin, ce genre d'étui est autorisé dans nos hôpitaux sous réserve de faire l'objet d'un consentement éclairé de la personne concernée. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir que tous ces projets de conquête et d'expédition, ont leur utilité quand il s'agit de mieux connaître le monde et surtout de prendre conscience de certains excès de la mondialisation. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à poser à nos invités? Je pense. Ce que je voudrais vous dire, c'est que oui. Ce que je voudrais vous dire, c'est que Françoise Cadot, dans son livre, dit qu'elle a eu l'impression un jour qu'on la buvait des yeux. Ce que je voudrais vous dire, c'est que vous pouvez boire toutes sortes de sirops de plantes sauvages au bar du Jardin des Cimes, et qui sont, là encore, une grande découverte, pas loin de chez nous, mais on a été habitués en Savoie à voyager autour de notre chambre, en tout cas aujourd'hui autour de ce merveilleux jardin. Donc, vous voudriez ajouter quelque chose? Oui, je voulais vous remercier de nous inviter là, puisque dans la version première du salon du livre de montagne de Passy, vous m'aviez invité avec des glaciologues donc pour parler des glaciers, voilà, parce que moi je suis la mère des glaciers. Et donc là nous sommes, voilà, nous qui sommes édités aux éditions du Mont Blanc, d'être face au Mont Blanc, voilà, je trouve que c'est la grande classe. Le père des glaciers, pour vous avez... Ah, mais vous n'avez pas écouté, monsieur, le début? Comment Mustag, ça veut dire glacier, et Ata, ça veut dire père. Excusez-moi. En tout cas, on peut... Pourquoi l'appelle-t-il père des glaciers? C'est vrai, pourquoi pas mère des glaciers? Oui. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Oui, c'est ça. C'est une Je ne sais société pas. musulmane. Je ne sais pas. En tout cas, on peut remercier Merci de vous aussi... en prier. Merci. Merci à vous. Merci. Enfin, je crois qu'on peut remercier Catherine Destivelle de nous avoir vraiment offert ces deux très beaux livres. Et puis aussi, on pourrait associer Daniel Grévaux, qui a publié aux mêmes éditions un livre sur l'alpinisme en 1900 et sur les risques de l'alpinisme en 1900, un ouvrage d'histoire contemporaine. Merci encore. Merci. Merci à vous. Michel. Présence. Au contraire, merci. C'est vous. Merci. Voilà. Bon, allez.